Salut à tous, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce début de semaine pour parler NBA et pour faire un point et tirer le trait sur cette saison 2023-2024 qui s'est achevée avec le sacre des Boston Celtics. On va revenir plus globalement sur la saison régulière avec des tops et des flops pour mettre la clé sous la porte de cette saison qui s'est achevée il y a maintenant quelques jours, quelques semaines. Pour m'accompagner, évidemment, je suis ravi de le retrouver après un petit break. C'est Tom. Salut Tom. Salut Chris, bonjour à toutes et à tous. Bah écoute, ouais, comme tu l'as très bien dit, on va pouvoir faire un petit récap, un petit retour sur une grosse saison 23-24 qui s'est conclue il n'y a pas si longtemps avec les Celtics champions. On n'entend que ça depuis quelques jours. Ouais. Bon, allez, encore, vous pouvez encore en parler quelques jours et après, on passe à autre chose. C'est clair, on en a marre. Mais non, mais bravo à cette équipe de Boston pour le 18e titre. Mais on ne va pas nécessairement parler de cette équipe de Boston dans ce podcast, mais on va aborder d'autres sujets, des joueurs, des franchises, des general managers, bref, des rookies, plein de choses qu'on va voir avec toi, Tom. Juste avant, on n'oublie pas les rappels d'usage, le site internet et l'application TFA, c'est gratuit pour suivre tous les articles qui sont disponibles sur la NHL, la NFL, la MLB et qu'est-ce que j'ai oublié, la WNBA aussi, et j'en ai oublié un, mais bon, bref, les sports majeurs américains, vous connaissez maintenant la rengaine. Les podcasts pour nous suivre, celui que vous écoutez évidemment N1, mais vous avez d'autres podcasts, Tailgate en particulier pour la NFL. Vous avez le podcast WNBA qui sera de retour mercredi également avec toi Tom et avec Elliot. On sera de la partie pour vous parler de l'actualité de la Ligue féminine. Et après les réseaux sociaux évidemment, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, pour nous retrouver et pour discuter avec nous, bien évidemment. Allez, on y va, Tom, sur ce bilan d'une nouvelle saison NBA qui s'est achevée. Avant d'attaquer, je te prends un petit peu au dépourvu avec ma question, mais en quelques mots comme ça, qu'est-ce que tu dirais maintenant là que cette saison 2023-2024 est derrière nous, tes premiers, l'image que tu en as comme ça, tu vois? Bah écoute, globalement, je suis assez content de cette saison 23-24, que ce soit aussi bien sur la régulière que les playoffs. Je trouve qu'on a vécu encore une belle saison de NBA. On commence à être habitué, en tout cas, notamment sur la conférence Ouest, de voir une vraie concurrence au sein de cette conférence. Et puis moi, j'ai une chose que j'ai appréciée, tu vois, c'est les ajustements de règles, notamment au niveau du nombre de matchs joués pour pouvoir être éligible au trophée, ce qui a poussé en fait les joueurs à jouer. Donc globalement, je suis assez content d'avoir vu autant de stars jouer autant de matchs cette saison, malgré les blessures, bien évidemment, de Joel et d'autres. Mais j'ai trouvé qu'il y a eu une vraie compétitivité tout au cours de la saison. Et finalement, s'en découle assez logiquement un champion mérité qui a roulé sur la saison, que ce soit régulière ou au niveau des playoffs. Donc ouais, non, je suis assez content de cette saison. Bon, très bien. Oui, je partage tous tes points, hein, honnêtement. Petit bémol peut-être sur cette conférence Est où voilà, il y a eu vraiment cette domination sans partage de Boston, alors qu'à l'Ouest, chaque année, on en parle, c'est la jungle, et chaque année, on se dit ça va être encore plus la jungle, jusqu'à quand? Mais c'est vrai on n'a pas ce même retour à l'Est. Donc, c'est dommage. On aimerait une ligue. Alors, la ligue est compétitive si on la prend dans la globalité, mais c'est vrai que si on avait la même compétitivité dans les deux conférences, voilà, ce serait vraiment quelque chose d'incroyable. Après, attention, je ne suis pas en train de jeter toutes les équipes de la conférence Est, même si dans nos flops d'aujourd'hui, il y aura beaucoup d'équipes de la Eastern Conference. Mais voilà, c'est vrai que le petit bémol, ça aurait été intéressant d'avoir une conf Est en saison régulière, en playoff également, mais en saison régulière déjà avec un peu plus de lutte pour la première place en particulier, tu vois. Donc, mais voilà, en tout cas, globalement, sinon, je te rejoins sur les différents points que tu as pu évoquer. On va attaquer, tiens, si tu veux, avec nos flops. On va commencer par les choses qui fâchent. Avant de finir sur une note positive, bien évidemment. Par quoi tu veux commencer? Joueur, équipe, organisation, tout ce que tu veux. Je te laisse te lancer et on en discute. Bah écoute, la transition est toute trouvée. Tu as parlé des équipes qui nous ont déçus à l'Est. Je sais que toi, tu mettras en avant encore plus que moi le bas de tableau. Moi, je vais parler de ce milieu de tableau que commencent à connaître parfaitement les Chicago Bulls. Encore une saison décevante de la part des Bulls. Tu termines 9e de régulière avec un bilan de 39 victoires, 43 défaites. Tu te fais sortir en play-in contre le Heat.
Bref, bis repetita en fait des années précédentes. Il n'y a pas d'évolution. Moi, j'ai le souvenir, tu vois, au moment de la trade deadline, d'une espèce de gourmandise, mais surjouée de la part du front office des Bulls, qui avait refusé de trade Zach LaVine parce qu'il avait perdu un petit peu de valeur, qui avait refusé de trade DeRozan alors qu'il est free agent cet été, qui avait été ultra gourmand pour les contreparties d'Alex Caruso. Au final, qu'est-ce qu'il récupère là? Il récupère Josh Giddey qui était en fin de contrat chez OKC. Enfin bref, on sent un marasme qui ne cesse en fait de découler sur cette ville de Chicago. Alors oui, il y a eu 2-3 belles choses de la part de DeRozan, tu vois, une belle saison de DeRozan qui finit globalement à 24 points de moyenne, une belle saison de Kobe White. Allez, si on doit aller choper les éclaircies, qui était candidat au titre de je crois, meilleure progression de l'année, si je dis pas de bêtises. Mais globalement, voilà, tu restes milieu de tableau avec des contrats sur lesquels tu vas devoir sûrement te séparer à un moment donné parce que tu ne gagneras rien avec ces joueurs-là. Je les adore, hein, tu vois, tous les joueurs comme Vooch, comme Patrick Williams, c'est des bons joueurs, mais globalement, tu ne peux rien tirer et tu ne peux pas aller jouer grand-chose. Alors que paradoxalement, tu l'as très bien dit, la conférence Est est relativement, enfin, Ouverte. voilà, homogène, ouverte, où en fait tu peux aller chercher à tirer ton épingle du jeu. Les Bulls n'y arrivent pas. Il y a toujours le cas Lonzo Ball. De ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il a l'air de se remettre petit à petit, mais dans quel état physique il va revenir, sachant que là, tu lui mets Josh Giddey dans les pattes. Donc, en fait, j'arrive pas du tout à comprendre vers quoi s'oriente le front office des Bulls. Est-ce qu'on a entendu aussi énormément ces derniers temps, apparemment, ils voudraient re-signer DeRozan. Enfin, on a vraiment du mal à comprendre vers quel chemin veut prendre les Bulls. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils repartent sur des signatures de DeRozan, s'ils n'arrivent pas à trade LaVine, tu n'iras pas au-delà de ta place actuelle. C'est-à-dire, aller à la limite, tu vas peut-être te battre pour un premier tour de play-in avec l'avantage du terrain. Tu vas chercher quoi, la 6e, 7e place, 8e place. Enfin, Ouais. tu ne seras pas compétitif. Donc moi, ce que j'aimerais voir du côté des Bulls, on le connaît très bien, cette expression d'appuyer sur le bouton rouge, mais de tout faire péter, en fait. Quitte à être perdant, mais au moins aller récupérer des tours de draft sur des LaVine, sur des DeRozan. Le projet Josh Giddey, j'ai hâte de voir ce qu'ils en feront. C'est un jeune joueur avec du potentiel, mais on a vu des vraies limites pendant les playoffs. Donc, qu'est-ce que tu lui donnes? Tu as vu aussi l'éclosion de Kobe White. Est-ce que tu pars sur un backcourt Kobe White, Josh Giddey? Enfin, il y a énormément de questionnements du côté des Bulls. Mais globalement, moi, c'est une saison qui m'a énormément déçu. Ouais, après, je vais pas répondre à la place de l'équipe de direction des Bulls, mais vers où ils vont, je suis même pas sûr que eux le savent vraiment, en fait, où ils veulent aller. La direction est pas claire parce que c'est vrai que tu peux, comme tu dis, soit appuyer sur le bouton rouge et tu sais que c'est un reset. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, c'est autre chose, mais au moins tu as une direction. Si tu es compétitif et que tu vises le titre, que tu vises un avantage du terrain dans la saison régulière, tu te donnes les moyens d'eux et tu as une vision, tu as un cap. Voilà. Là, il n'y a rien en fait. Tout est, tout est, tout est médium, tout est au milieu, j'ai dire en termes de classement, en termes de ranking, tu vois. Mais tout est un peu, c'est moyen en fait, tout est moyen, le bilan est moyen, les stats collectives sont moyennes, les stats individuelles globalement sont assez moyennes hein, dans une ligue où il y a vraiment du talent à tous les étages. De Rosanne, ok, 24 points, Kobe White 19 points, Lavine 19,5. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, donc sur la saison 23-24, est-ce que tu peux, de façon légitime et réfléchie, te dire j'ai des ambitions claires et assumées avec une franchise qui a quand même une belle histoire, avec des mecs comme DeRozan, des mecs comme Zach LaVine, et après, autour, bon, Nikola Vucevic, ok, mais c'est pareil, quid de Vucevic? Je suis En pas sûr qu'aujourd'hui, pardon, je te laisserai Ouais, après ouais, dessus. Je suis bien pas sûr. sûr que voilà ce trio-là, euh, ce soit pas c'est pas un trio. Tu vois, si tu repars avec les mêmes, moi Chicago, je veux dire la preview, elle va être facile. Hein. Tu les replaces, pareil, tu les replaces 10e. Allez, sur un coup de bol, ils vont finir 8e. Ils auront un play-in, ils auront un joker parce que Atlanta va encore se casser la gueule, parce que Détroit va encore faire n'importe quoi, parce que Charlotte ne sera pas là, et on en parlera tout à l'heure de ces équipes-là. Mais
Non, moi, Chicago, c'est juste qu'il y a le manque de cap est pour moi le plus inquiétant, en fait. Ouais, non, et concrètement, tu as très bien défini le terme, c'est middle. C'est-à-dire que, alors, en termes de points inscrits, tu es 22e sur 30, avec 112 points de Mmh. moyenne. En termes de points pris, tu es à 113 points, tu es 16e sur 30. Mmh. Au niveau de ta pace, tu es 28e sur 30. Enfin bref, tu es soit middle, soit bas de tableau. Il y a aucune stat où en fait tu te dis: «Ah bah, les Bulls ont été vraiment compétents là-dessus». Non, il y a rien. Et puis, à un moment donné, tu avais fait ce pari il y a 3 ans de construire. Karnisovas avait fait ce Ouais. pari de drafter Patrick Williams et de construire Mmh. autour de lui. Bon, alors, c'est pas méchant pour Patrick Williams, mais il ne porte pas du tout les fruits d'un haut tour de draft. Tu as eu les blessures de Lonzo Ball, OK. Cette année, tu as la blessure de Lavine, OK. Donc il y a des points qui ne sont pas maîtrisés par Karnisovas. Mais par Mmh. contre, le fait de prolonger Donovan, enfin, j OK, il y a pas de souci, Billy Donovan, chacun en pense, mais ça ne fonctionne pas avec cet effectif-là. Il y a pas d'ajustements qui sont faits, qu'il y a pas de cohérence dans le jeu. On s'ennuie en fait en regardant les Bulls cette C'est année. ça. On s'ennuie, il y a pas un moment donné où on se dit: «Ah bah, on sent que les Bulls commencent à créer une dynamique positive». Non, il y a rien, il y a un jeu qui est très stéréotypé. Si DeRozan ne fait pas de miracle en termes de scoring, bah voilà, tu te retrouves avec une équipe ultra middle qui ne crée pas de jeu. T'as pas de meneur, OK, Lonzo Ball n'est pas là, mais Kobe White n'est pas forcément un as de la création. Il y a eu des progressions, bien évidemment, cette année, mais Mmh. t'as pas de créateur, tu as beaucoup de gourmands. C'est-à-dire que quand tu as DeRozan plus Lavine sur le terrain, plus Kobe White, bah, il y a qu'un ballon, hein, pour ces mecs-là. Donc c'est compliqué. Donc ouais, moi je serais pour tout casser, tout reconstruire. Et quand je dis tout casser, je parle aussi bien du coaching staff que du front office, parce que je pense Oui. que je pense que les supporters des Bulls n'en peuvent plus de Karnisovas non plus. Donc voilà, les Bulls, c'est un flop. Bon, ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. On va pouvoir enchaîner. Donc, on va suivre évidemment, comme pour toutes les autres équipes, hein, l'été de Chicago. Tu l'as dit, il y a Josh Giddey qui est arrivé. Bon, on va voir. En tout cas, il y a du mouvement, il y a des tentatives d'essayer de faire quelque chose. On va leur laisser ce crédit-là. En plus, dès le début, hein, là, on n'est même pas encore officiellement dans l'été, qu'il y a déjà un premier mouvement. Donc, pourquoi pas. Après, j'ai envie de te dire que pour l'instant, comme ça, sur le papier, le gagnant de ce deal-là, ça Ah bah serait là, peut-être plus du côté du Thunder, mais on verra. On sait très bien que les deals sur lesquels on peut considérer avoir un gagnant au départ ne s'avère pas toujours être ça, mais parfois ça s'avère quand même être quand même grandement une équipe gagnante, une équipe perdante. Bon bref, on verra pour cette équipe de Chicago ce que ça donnera, mais bon, encore une saison bien terne et bien triste pour cette franchise des Bulls. Autre équipe que je vais aborder si tu veux bien, Tom, maintenant, autour de ces flops, bah, c'est le flop. Bah, le flop. Est-ce que c'est vraiment un flop? Parce on s'attendait pas à avoir une saison incroyable et, et une saison totalement exubérante en termes de résultats de la part des Pistons de Détroit. Mais quand même, j'allais souffler dans mon micro, mais je vais pas le faire pour éviter de vous faire mal aux oreilles, messieurs, dames. Mais voilà, Détroit et le flop autour de Monty Williams. Généralement, on va reprendre un petit peu les bases parce que c'est vrai que on oublie vite une fois que la saison régulière est terminée, on passe tout de suite au play-in, au play-off et on oublie en fait qu'il y a une quinzaine d'équipes qui partent déjà en vacances. Et en fait, Détroit, tu as l'impression qu'elle est en vacances dès le mois d'octobre. Dès le mois de novembre, je suis gentil. Euh, En retraçant un petit peu cette saison de Détroit, un petit démarrage à 2-1. Ok, tu te dis, ah tiens, pourquoi pas. Bon, après, on sait que les débuts en octobre, hein, c'est pas toujours les mêmes qu'on retrouve en janvier, en février. Mais là, avec Détroit, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas le temps de te dire, ah pourquoi pas. Tu vois, il y a eu 2-1 et après, il y a eu 28-0. 28 défaites, évidemment. 0 succès, 28 défaites. Une victoire en 35 matchs. Je crois que c'était un match contre Toronto. Des records de lose absolus qui sont battus dans l'histoire de la NBA. L'histoire de la NBA, elle a quoi, 80 ans quasiment maintenant. Les Detroit Pistons dans la saison 2023-2024 ont battu des records de lose. C'est quand même quelque chose d'assez marquant. Euh, pour faire un point après, pour rentrer un petit peu sur les joueurs, Kylian Hayes, on en a parlé, je sais qu'on en a parlé cette année avec Cédric ou même avec Yannick et Axel dans d'autres podcasts et dans la saison.
On avait des vrais doutes sur le projet Kylian Hayes, à Détroit et voire même en NBA. Bon, bah en tout cas, il n'y a plus de projet Kylian Hayes en NBA vu que ça s'est terminé après 4 ans, je crois. 4 saisons du côté de Détroit pour le français. Ça ne veut pas dire que le joueur est bon à jeter, loin de là. Mais en tout cas, voilà, c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne franchise, c'était pas la bonne période pour lui. Il y a eu Evan Fournier qui arrivait aussi à Détroit, lui qui s'était libéré du marasme et de la prison new-yorkaise. Bon, ça lui a au moins permis de toucher un petit peu le ballon et de rentrer sur le terrain, hein, on va dire ça. Sinon, il n'y a pas grand-chose en fait. Quand on regarde les chiffres, là je suis allé un petit peu creuser dans l'histoire récente de Détroit. En 2018-2019, c'était la dernière fois qu'ils étaient en playoff, donc il y avait une défaite au premier tour. Donc depuis cette saison-là, donc il y a eu 5 saisons avec celle qui vient de se dérouler là, 5 saisons avec au mieux 23 victoires. Donc on n'est pas sûr. On appuie sur le bouton reset et on sait qu'on va pas être bon pendant 1, 2 saisons. Ça fait 5 saisons de suite où c'est au mieux 23 victoires. Tu es entre la 13e et la 15e place dans la conférence Est. Et depuis 2007-2008, donc si on remonte encore plus, où ils avaient atteint une finale de conférence, c'était leur meilleur résultat depuis cette époque-là. Il y a eu 3 passages en playoff en 16 ans. Donc 16 saisons NBA, 3 passages en playoff et avec des éliminations au premier tour. Pour essayer de trouver du positif quand même, et après je parlerai de Monty Williams, je vais te laisser un peu la main et on enchaînera sur Monty Williams. Il y a quand même un roster avec des joueurs intéressants. Cade Cunningham, il y a quand même du potentiel. Les chiffres, les stats sont là. Il a 22 ans. Osar Thompson, c'est plutôt intéressant. Il a 21 ans. Jalen Duren, il a 20 ans. Jaden Ivey, ça a 22 ans. Donc, c'est des joueurs qui sont jeunes, qui ont un potentiel qui est très haut, qui est fort, à des degrés moindres évidemment, mais il ne faudrait pas non plus que ça en devienne des losers, tu vois, intemporels. Tu sais, tu as la culture de la gagne qui existe et que tout le monde veut avoir, mais tu as aussi la culture de la lose. Et il ne faudrait pas que ces joueurs-là, avec tout le talent qu'ils ont, rentrent dans cette culture où tu perds tous les ans, où tu sais que quand tu vas arriver au training camp, bon, bah, tu vises quoi? Ouais, la 11e place, tu vois. Où tu vises, tu avais fait quoi cette année? Tu avais fait combien de victoires? Combien de victoires ils ont fait Détroit cette année? Je ne sais pas si tu as le chiffre, moi je ne l'ai pas devant Ouais, les c'est yeux. 14,68 Ouais, maintenant. voilà, 14. Tu te dis, bon, tiens, cette année, on va viser 20 victoires. Mais non, en fait, tu peux pas. Donc, il y a quand même. La saison est vraiment à jeter. Je crois que c'est la pire saison dans l'histoire de Détroit. Encore une franchise qui a une belle histoire, quand même, pourtant, qui n'est pas là depuis 10 ans seulement. Donc, c'est toujours dommage quand les franchises sont dans le marasme. On sait que ça fait partie des cycles de la NBA. Tu ne peux pas tout le temps être en haut, mais tu ne peux pas non plus tout le temps être en bas. Et là, Détroit, je reprends la stat depuis 2007-2008, donc ça fait une éternité à l'image de la NBA. 3 passages en playoff en 16 saisons régulières, donc en 16 saisons. Voilà, je te laisse sur Détroit, si tu as des choses à évoquer, ton ressenti un petit peu sur cette équipe des Pistons, et après on pourra un petit peu parler de Monty Williams et de ce qui se passe un peu dans les bureaux. Bah écoute, moi je vais être encore plus catastrophique en termes d'analyse de bilan sur Détroit parce que tu vois, autant il y a des équipes qui ont décidé de reconstruire et on entrevoit un chemin. Et comme tu l'as très bien dit, en fait, on voit rien. C'est-à-dire que tu signes Monty Williams, tu signes pardon, Monty cet été avec un contrat longue durée à gros chèque, on en reparlera après. 1 an après, tu le dégages. Tu draftes des joueurs depuis quelques années qui ont les mêmes profils sur les mêmes postes. C'est-à-dire que je regardais un petit peu la construction de l'effectif. Bon, ça a pas mal bougé, mais cet été ou l'été dernier, je me souviens plus, tu draftes Jalen Duren à l'intérieur. Poste sur lequel le même été, donc l'été dernier, tu récupères James Wiseman des Warriors et tu avais récupéré Marvin Bagley aussi. Donc en fait, tu additionnes les profils jeunes sur le même poste, et là je parle que du front court. Le bas court, c'est pareil, tu avais Kylian Hayes, Cunningham, tu leur as rajouté du Jaden Ivey, tu leur as rajouté du Thompson, en fait, tu n'as aucune ligne conductrice dans la construction de cet effectif. C'est un marasme sans nom. Il y a, tu vois, là, tu essayes des choses au cours de saison. Au moment de la trade deadline, tu envoies des Bogdanovic à New York. En contrepartie, tu prends du Evan Fournier. Bon, c'est des histoires de cap et c'est des histoires de salaire.
Donc il y a des ajustements qui sont faits, mais il y a aucun moment en fait où il y a une cohérence d'effectifs. Je ne sais même pas combien Monty cette année a aligné de 5 différents pour te dire. Je veux bien, il y a le côté laboratoire, il y a des jeunes joueurs, il faut essayer des choses, mais il n'y a aucune constance, il n'y a aucune cohérence. Tu as des profils que tu essayes de joindre ensemble, mais tu vois que ça ne fonctionne pas et pourtant tu t'enfonces dans ce côté où ça ne fonctionne pas, où ça ne produit pas de jeu. Tu as un potentiel énorme en Cade Cunningham qui va commencer très honnêtement. Moi, s'il n'y a pas des choses qui bougent très rapidement, il va se frustrer. Et je ne vois pas Cade Cunningham rester 10 ans dans cette franchise parce que, alors, il y a des problèmes aussi, je pense, dans le comportement de Cade et il y a des choses à améliorer. Il est pas mal injury prone, ok. Mais c'est un joueur qui a un potentiel énorme. C'est un joueur qui a un potentiel énorme. Et s'il est bien entouré, c'est un joueur qui pourrait vraiment donner quelque chose, je pense, à NBA. Mais ouais, non, il y a rien. Je suis désolé, hein, mais autant, tu vois, les Bulls, j'ai réussi à sortir quelque chose de positif. Autant là, très honnêtement, à part Oscar Thompson, bah, il n'y a rien de positif, en fait, à Détroit. Il n'y a Ok. rien de positif. C'est-à-dire que les jeunes joueurs que tu aurais pu développer, allez, si. Ok. Jalen Duren, il fait une belle saison. Il montre des très belles choses à l'intérieur. Ils ont compris d'ailleurs, hein, ils ont dégagé Bagley pour lui faire un peu plus de place. Faudra voir ce que tu fais de Wiseman d'ailleurs, qui est aussi un jeune joueur qui était top de draft il y a quelques années aux Warriors. Comment tu t'ajustes. Mais à part ces deux-là, franchement, je vois rien de positif. C'est du vent. Et puis là, cet été, bon, on va en parler. Hein. Tu dégages Monty en lui lâchant 65 millions de salaire. Enfin, à un moment donné, je savais pas que les équipes pouvaient se permettre de gâcher autant d'argent. Apparemment, c'est le cas. Il y a Troy Weaver aussi qui rejoint le front office des Wizards. C'est sorti l'info aujourd'hui, qui quitte le front office de Détroit. Donc, écoute, peut-être qu'ils ont enfin commencé le coup de balai qu'on attendait depuis des années. Hein. Ouais, bah, c'était exactement vers là que je voulais aller. C'est vrai que donc il y a l'arrivée d'un nouveau président là des opérations basket qui s'appelle, alors désolé si j'écorche son nom, Trajan Langdon. Ouais, Je je crois que crois que c'est c'est ça. ça. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai noté après sur la prononciation, je m'en excuse. Et c'est vrai que voilà, il y a eu du ménage. Donc tu l'as dit, donc Troy Weaver, le general manager qui avait fait 4, non, il était depuis 2019 en poste, donc 5 ans. Hop, merci, t'es prié de faire tes valises et tout ce que tu as expliqué sur la construction, les tours de draft, bah, c'est lui en particulier, en grande partie. Donc, bon, bah voilà, merci monsieur, vous pouvez vous en aller ailleurs. Et il va où du coup? Il va à Washington. Oh bah, dis donc, c'est parfait pour les Wizards ça. Et mais on abordera les Wizards dans une autre émission plus tard. Là, sinon, on n'a pas fini. Donc le general manager, donc Monsieur Weaver qui s'en va. Là, tu en as parlé. Monty Williams c'est tombé il y a quelques jours. Alors, on savait qu'il y avait des bruits, il y avait des rumeurs, mais c'est vrai que le contrat était à la base c'était un contrat de 6 années. Ouais, c'est ça. 78 millions de dollars, si je ne veux pas dire, si je dis pas de bêtises, mais je crois que j'ai les bons chiffres. Et voilà, comme tu l'as dit, bah, hop, 1 an et voilà. Donc c'est vrai que le propriétaire, parce que finalement celui qui paye, c'est pas monsieur Langdon, hein, le nouveau président des opérations basket, c'est le patron, c'est le big boss de Détroit. Et bon, bah ok, on est prêt bah, payer l'indemnité, non, parce que tu dois payer le contrat d'un. C'est comme ça. Tu as signé un contrat, si tu décides de casser le contrat avant, bah, tu dois payer ce que tu dois à ton employé, donc à ton ex-employé. Donc, ouais, 65 millions de dollars pour Monty Williams, qui va devoir. J'allais dire qu'il va passer un bon été. D'un point de vue financier, je pense que ça ira, mais d'un point de vue psychologique, c'est compliqué parce que Monty Williams, il avait déjà été remercié par Phoenix avant d'arriver à Détroit. Donc, Monty Williams qui a été coach de l'année ou 2 fois coach de l'année, je ne sais plus. Ouais, une fois, je crois qu'il Une fois, ouais, au moins une fois. Et là, tu enchaînes quand même les saisons compliquées et des licenciements. Tu te fais remercier par 2 franchises consécutives, donc pour des raisons différentes, et cetera, mais compliqué. Donc moi, je suis pas sûr, parce qu'on entend dès qu'il y a un coach qui est il y a des équipes qui cherchent des coachs en ce moment. Ah tiens, Monty Williams. Non, moi, je me mets à la place de Monty. J'ai récupéré mon gros chécos, mais je reste surtout sur 2 gros échecs cuisants. Je fais une petite année, tu vois. Je me pose, je réfléchis à ce que je veux faire. À la limite, je vais faire consultant sur ESPN si tu veux, tu vois. Mais je pense que tu n'as pas besoin. Mais tu fais un petit recul sur toi-même. Tu vois, je suis pas sûr qu'aller enchaîner une 3e franchise, ce soit nécessaire. Mais il fera bien ce qu'il veut. Mais en tout cas, voilà, le nouveau président là, des opérations basket, Monsieur Langdon, là, il a les cartes en main, j'ai envie de dire. Il prend un peu aussi, il prend ses responsabilités, ses nouvelles responsabilités, et il se dit, voilà,
on dégage le coach, on dégage le GM et on va essayer maintenant de partir avec ce que lui, il veut. On verra si à l'avenir ce sera positif, tu vois? Mais en tout cas, il se dit pas: «Bon, bah, attends, pardon, hein, mais bon, j'ai un coach à 65 millions de dollars sur 6 ans sur 5 ans maintenant. Bon, il va falloir que je me le coltine», alors que peut-être c'est pas du tout l'identité de jeu que lui veut, prôner pour, cette équipe de Détroit. Bon, bah, il le dégage. Le GM, c'est pareil. Il va essayer de partir sur une base saine. Il a des joueurs intéressants quand même. Il va falloir, drafter de façon intelligente. Je sais pas nécessaire bah, ils ont quoi? Ils ont le 5e choix, je crois, Détroit, cette année? Ouais, ouais, c'est ça. Donc, va déjà la première étape pour commencer à poser les jalons, c'est ça, c'est cette draft-là. Est-ce que tu draftes en 5? Est-ce que tu fais des packages du marché? Est-ce que tu vas essayer d'aller récupérer un autre pick dans le top 15, dans le top 20? Je ne sais pas nécessairement comment sont les picks de Détroit, vous irez vérifier tout ça. Mais allez, s'il y a un motif d'espoir, c'est peut-être ce renouveau-là qui démarre. On vire le GM, on vire le coach, on va essayer de construire un nouveau projet avec un nouveau président des opérations basket. Je te dis pas que j'y crois, je te dis pas que je vais y mettre ma maison, mais j'ai envie de dire, est-ce que ça peut être pire, tu vois? Moi, franchement, je suis supporter de Détroit. Il y a une espèce de malédiction qui s'abat sur Détroit depuis des années. C'est-à-dire que tu tankes tous les ans pour récupérer des bons choix de Ouais, non, mais pick. ça, c'est. Il y a pas une fois où tu te topes un top 3 à part Cunningham, bien évidemment, mais Mmh. enfin, sur les dernières années, comme tu l'as très bien dit, Détroit, ça termine dernier pratiquement tous Bah, les c'est ans. ça. Et là, encore une fois, je c'est à revérifier, hein, mais je crois qu'ils sont 5e, donc tu es hors Oui, du oui, top c'est ça. 4. Donc même là, même sur la chose sur laquelle tu t'es appliqué à faire toute la saison, c'est-à-dire perdre pour avoir un gros pourcentage de draft, bah, même là, tu es même pas capable d'avoir un top 3. Donc Mmh. la chance elle-même est contre Détroit. Non, moi très honnêtement, c'est dommage, hein. Vraiment, c'est dommage parce que tu as des talents, je pense très honnêtement, heu, à fort potentiel dans cette équipe. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs très jeunes à développer et en fait, c'est ça qui doit être frustrant pour ces joueurs-là. C'est-à-dire que, par exemple, le cas Kylian Hayes, comme tu l'as très bien dit, peut-être que c'était pas le moment pour lui, mais je pense très honnêtement surtout que c'était pas la structure adaptée, en fait. Mmh. C'est tellement un marasme au sein de la structure, au sein de la franchise, que quand tu veux te développer en étant un jeune joueur qui a besoin vraiment de travailler sur des points, Détroit, c'est pas le bon endroit, en fait. Ça se trouve, Kylian, s'il avait été drafté, tu vois, à San Antonio, bon alors, voilà, hein, hypothétiquement, bien évidemment, c'est peut-être la meilleure structure dans laquelle tu peux être drafté, mais ça se trouve, ce serait un très bon joueur NBA. Là, j'ai l'impression qu'en fait, ils accumulent des talents bruts qu'il faut polir, mais il y a pas du tout la structure pour polir ces talents-là. Donc écoute, faudra voir. Moi, j'ai vraiment je vais être attentif aux choix de Détroit, cet été. Heu, Ils peuvent pas faire pire. Enfin, à part quoi, tu gagnes 5 matchs, mais bon, dans ce cas-là, voilà, mais je pense que tu peux pas faire pire. À un moment donné, tu ne peux que relever la tête. Donc on va voir, on verra bien la direction que prend Détroit cet été. Bon, voilà, donc le sujet, de la franchise du Michigan est ouvert et encore, il va être, intéressant à suivre et on espère quand même, une remontée dans les, en tout cas déjà dans le nombre de victoires. Tu vois? Après, tu vas peut-être pas ambitionner d'être très haut, mais c'est dur quand même. 14 victoires, c'est très, 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 très compliqué. Bon, voilà, pour le cas des 3, on va enchaîner, on va conclure notre flop. Parce qu'on va après partir dans du positif, dans des choses qui nous ont hypés, qui nous ont motivés. Mais il y avait un dernier point, Tom, que tu voulais aborder sur un des flops ou en tout cas une des choses qui t'a un peu agacé dans cette saison NBA 23-24. C'est ça. Alors moi, c'est un double point, mais c'est un double point qui a un dénominateur commun qui s'appelle Draymond Green. Heu, L'une des choses qui m'a vraiment gêné cette saison et puis c'est pas enfin finalement j'ai l'impression que ça s'était aussi passé la saison dernière, c'est l'attitude de certains joueurs. Ja Morant avait été réprimandé pour toutes ses frasques, médiatiques et cette année, c'est Draymond Green. Donc on avait déjà eu l'histoire, au moment du trade de Jordan Poole, on avait vu Draymond Green lui mettre une droite, dans le visage. Je crois que c'était il y a 2 ans si je dis pas de bêtises, Ouais, c'était voilà. un training camp ou un Voilà, truc, ouais, c'est ça. d'avant-saison, ouais. C'est ça, c'est ça et en fait, Draymond Green est habitué. On a l'habitude de le voir entre guillemets, «péter les plombs» et sortir des mauvais coups. Mais là, cette année, je pense qu'il a atteint son apogée entre les étranglements sur Rudy, les coups de la corde à linge sur Youssouf Nurkic. Il avait pris, je crois, de 12 matchs de suspension, en décembre pour le coup de la corde à linge
sur Nurkic et l'addition des étranglements sur Eddie. Bref, à un moment donné, la NBA a aussi pour rôle de montrer l'exemple. Donc je suis d'accord qu'il faut suspendre ces joueurs, mais je vais même aller plus loin. Sur certaines images, sur certains coups, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que laisser un joueur qui est autant en galère dans sa tête sur un parquet, déjà, c'est pas l'aider. Donc bravo à la NBA d'avoir, entre guillemets, lancé un suivi un peu psychologique pour ces joueurs qui en ont besoin. Mais derrière, tu lui offres une couverture où en fait le mec peut créer son podcast, accueille des gens en vidéo alors que il n'est pas forcément ultra performant sur les terrains et il y a des frasques. Derrière, TNT lui offre un rôle de consultant pendant les playoffs. Enfin, à un moment donné, il n'y a pas de logique. Moi, j'aimerais bien un côté un peu plus logique où en fait chacun reste aussi à son poste. Tu vois, Draymond Green est un joueur de basket. Il peut se permettre de temps en temps de faire des sorties médiatiques, de faire un petit podcast de temps en temps. Moi, j'aime beaucoup celui de Paul George, celui de LeBron avec JJ Redick, où il aussi y a des choses intéressantes. Et Draymond a des analyses intéressantes. Mais à un moment donné, il se perd. Il perd son rôle de joueur qu'il a déjà du mal à gérer, plus le côté consultant. Et puis, je ne te parle même pas des consultants américains qu'on suit là. Parce qu'on n'a pas le choix des anciens joueurs, pour ne citer que les Paul Pierce, tous ces joueurs à qui on donne un micro et une audience folle parce que ça a été des grands joueurs et qui se permettent de dire des choses. Gilbert Arenas, tu vois, ces sorties médiatiques sur les joueurs non américains. Enfin, à un moment donné, il va falloir aussi que la NBA, dans son développement à l'international, puisse cadrer ces gens-là. Parce que sinon, ils vont. Ok, alors ça fait des buzz, on est content, ça fait des clics, ça fait débattre, mais à un moment donné, on en a marre. On en a marre en fait d'entendre ces anciens joueurs sortir de leur rôle et sortir des bêtises plus grosses qu'elles. On avait déjà des Stephen A. Smith, des gens qui, entre guillemets, avaient ce titre de consultant à buzz, consultant à débat. Donc en fait, eux sont spécialistes là-dedans. Mais on en a assez, tu vois, avec les Stephen A. Smith, les mecs comme ça. Ok, si en plus à ça, tu dois additionner des anciens joueurs qui ont leur frustration d'anciens joueurs, qui mettent en avant des choses qui n'ont rien à voir. Enfin, à un moment donné, dire que les joueurs européens n'ont pas le niveau pour jouer aux États-Unis et que c'est à cause d'eux que la NBA s'affaiblit. Bah non, Gilbert, enfin, t'es gentil, mais non. Sur les dernières années, tous les MVP sont non-américains. Les meilleurs joueurs du monde actuellement sont non-américains. Donc, va regarder la télé, va regarder la NBA. Donc, ouais, moi, c'était plus un côté flop sur le côté attitude de certains joueurs sur le terrain et sorties médiatiques qui sont de plus en plus frustrantes. Ok. Bah, tu te demandais un petit peu. Moi, j'aurais une question après à te poser. J'ai juste réagir à ce que tu dis. Je te rejoins. C'est vrai que moi, je me rappelle dans l'année, j'avais fait un coup de gueule sur Draymond Green. Ça devait être dans un conseil de classe suite au geste sur Rudy ou sur Nurkic ou sur qui vous voulez. Il y a tellement eu de frasques cette année. C'est même plus des frasques à ce niveau-là, d'incidents. Tu parlais de logique. Quelle logique quelle est la logique de ça? La logique, en fait, tu y as répondu dans ta question. C'est la logique du buzz, c'est la logique du clic, c'est la logique des retweets, c'est la logique du follow. Et on pourrait faire ça pendant 10 minutes, en fait. C'est l'instantanéité, il faut faire le plus de vues, il faut sortir la phrase choc qui va être relayée dans tous les médias et qui malheureusement aussi peut être reprise dans des médias plus historiques, plus traditionnels et plus légitimes, si on peut parler de légitimité, mais en tout cas, qui ont un cadre de base quand même qui a été approuvé par le monde des médias, le monde des journalistes et le microcosme du basket ou du sport en général. C'est la société dans laquelle on est aujourd'hui. Je pense que tous les deux, on la déplore plus qu'autre chose, mais il faut aussi savoir faire avec. Et je pense que pour la NBA, c'est un sujet qui doit être sur la table parmi d'autres, mais ça doit être un sujet qui est extrêmement épineux à gérer parce que autant sur les anciens joueurs, tu peux pas faire grand-chose parce que les mecs, ils sont plus dans ta ligue, tu vois. Donc c'est terminé. Tu peux juste déplorer ou peut-être aller envoyer un petit message et dire bon, ouais, c'était peut-être pas utile, machin, mais t'as pas trop d'accroche. Là, sur les joueurs qui sont dans le contrat, le CBA, tout ça, machin. Ok, tu peux peut-être essayer de faire quelque chose, mais là, tu vas aussi, quand tu es la NBA, je pense, de mon point de vue, tu risques d'arriver sur un terrain sensible, tu vois, liberté d'expression, liberté d'opinion, et comment la NBA, qui est un business et qui est une société, doit réussir à cadrer
ces acteurs sans pour autant que ces derniers aient le sentiment d'être un peu embrigadés, je sais pas, ou tu vois, d'être cloisonnés au principe de ah ouais, d'accord, donc en gros, vous voulez juste qu'on soit que des joueurs. Ouais, non, complètement, mais moi, là, je mettais vraiment en Ouais, avant ouais. l'aspect négatif, mais il y a aussi énormément de positifs, tu vois? Je te dis, moi, en fait, je prends beaucoup de plaisir à écouter les podcasts de Paul George que je trouve très intéressants, où tu sens qu'il y a une analyse basket et en fait, le mec reste dans le cadre du basket et maîtrise les sujets dont il parle. Pareil, LeBron, JJ Redick, je trouve ça très intéressant et puis, en fait, tu peux tout à fait te permettre et c'est super qu'ils aient aussi cette possibilité de mettre en avant leur sport, de pouvoir discuter, de pouvoir aussi Mmh. sortir un peu du cadre ultra pro média où en fait ils sont accessibles parce qu'ils peuvent s'adresser à tout le monde, mais que ça soit fait intelligemment. Tu vois ce que je veux dire? Et là où je te rejoins sur le fait de dire: «C'est la liberté d'expression, ils doivent le faire, tant mieux». Là où il y a la NBA doit maîtriser, c'est sur les chaînes comme TNT. Sur les émissions purement NBA en fait dont Ouais, ouais. qu'ils maîtrisent et dont ils ont des parts et sur les émissions aussi un peu plus classiques où en fait, c'est je sais pas si c'est ABC ou quoi ou qu'est-ce où Gilbert Arenas fait son show là. Mais ça c'est des produits de la NBA et en fait, si tu veux couvrir intelligemment, il va falloir aussi nuancer les choses. Je veux bien, tu vois, le côté folklorique avec Shaq et Charles, c'est hyper sympa de voir ces mecs-là, des fois un peu, bah, se chatouiller sur certains sujets ou même donner des avis qui sont pas bons. En fait, on s'en fiche à partir du moment où tu sens que le sujet est maîtrisé, il y a pas de souci et même s'il est pas maîtrisé, ça reste quand même tolérant, j'ai envie de te dire. Mmh. Moi, quand je vois les sorties de Gilbert Arenas, mais en fait, c'est quoi le message qui est donné à la NBA? C'est-à-dire que lui, ancien joueur, se permet de dire alors que c'est clairement enfin, la NBA tente vraiment de s'internationaliser encore plus, de développer le côté, on va en Europe, on va jouer des matchs en Europe, on va jouer des matchs à Abu Dhabi et toi, Gilbert, tu me dis aujourd'hui que c'est à cause de ça que la NBA coule. Mais tu as rien compris en fait. C'est-à-dire que tu fais une mauvaise Oui, publicité oui. aux gens qui te donnent de l'argent et tu vois, c'est ce côté-là où bien évidemment ils vont devoir apprendre, ils vont devoir à maîtriser les outils digitaux, bah, comme nous tous. Mmh. Mais sur ce côté-là, c'est vrai que j'aimerais bien voir une petite évolution dès l'année prochaine. OK. Bon, en tout cas, c'est un sujet extrêmement intéressant et je pense qu'on pourra l'aborder dans un cadre un petit peu plus large, Bien pourquoi sûr. pas cet été, mais c'est vraiment, un sujet intéressant. Et après, moi, juste pour terminer là-dessus, je pense que la NBA peut aussi très vite ou l'est déjà, pris à son propre piège. C'est-à-dire qu'en gros, la NBA, c'est son modèle, c'est, laisser des images sur les réseaux sociaux, tourner pour alimenter le buzz, en fait, tu sais, pour Ouais, alimenter, le tweet, les retweets. On sait qu'il y a des ligues qui sont beaucoup plus fermées sur la diffusion de contenu, par exemple, que ce soit du contenu de match ou du contenu hors match, des déclats, des interviews de joueurs, des podcasts de joueurs. La NBA, son modèle, c'est un peu ça. C'est on laisse les gens auto-alimenter le business, tu sais, en laissant en gratuité, attention, pas tout, hein, mais en gratuité relative certaines choses pour, bah, en fait, toi, tu vas aller poster un truc, bah, ça va alimenter la NBA parce que les gens qui te suivent, Tom, et ben, ils vont retweeter, ils vont au moins le voir, ils vont peut-être le remettre sur leur compte à eux, qui sera ensuite, ça va faire un effet boule de neige. Mais là, du coup, où la NBA peut peut-être être pris à son propre piège, c'est que, bah, en fait, ça fait de la com à la NBA, les déclats, les sorties de joueurs. Quand Draymond Green, il raconte n'importe quoi en podcast et que du coup, c'est repris par des médias plus généralistes ou par des mecs qui suivent Draymond Green ou qui suivent la NBA en général, c'est repris et ça alimente la sphère NBA. Mais ça l'alimente peut-être pas de la bonne façon, mais ça continue quand même à l'alimenter. Donc, tu vois, la NBA continue à vendre son produit. Mais est-ce qu'elle n'est pas aussi un peu pris à son propre piège? Je sais pas. Mais sujet intéressant dont on va très, très certainement reparler parce que je pense que c'est sujet à débat et à creuser encore plus, tout ça et on sait que dans les années à venir, de toute façon, les podcasts, ça va s'amplifier, les joueurs qui vont s'exprimer, les réseaux sociaux qui se développent de plus en plus. Donc OK pour tout ça, mais c'est vrai qu'un peu de cadre ne ferait pas de mal. Je pense c'est qu'on est clair. d'accord, là-dessus. Allez, on va basculer. On est déjà à 40 minutes de podcast, donc on va essayer de balayer, les côtés positifs, d'être un petit peu plus condensé si tu veux bien, Tom, mais Bien il y a des sûr. choses intéressantes à aborder. On va essayer de faire ça quand même, de faire ça, sérieusement et avec le cadre qu'il faut. On en parlait à l'instant. Un premier top, si tu veux, moi j'y vais et après je te lancerai sur un top pour toi. Moi, Allez, je voulais parler des Knicks.
Je voulais parler un petit peu de cette équipe de New York là. Je prends mes petites notes. On va balayer vite fait la saison régulière, mais moi, c'est vraiment les playoffs qui m'ont vraiment marqué, impacté en tant qu'observateur plutôt neutre de la NBA, même si j'ai quelques équipes que j'apprécie plus particulièrement. Mais New York, j'aime sans être un fan absolu comme un certain Yannick, par exemple. Saison régulière d'Enix termine deuxième de la conférence Est. Magnifique, 50 victoires, 32 défaites. Alors, il termine deuxième aussi parce que, on en parlait tout à l'heure, la conférence Est est peut-être un petit peu moins dense que l'Ouest, mais peu importe, ils ont été chercher leur deuxième place. Merci Cleveland aussi d'avoir fait le boulot pour ne pas finir en haut. Jalen Brunson, évidemment, on va en parler. J'en parlais avec Tom juste avant, quand on préparait l'émission, et je lui dis mais va revoir les stats un petit peu de Brunson dans la saison régulière parce que c'est complètement dingue. Je vais vous mettre pas mal de chiffres dans la tête, vous m'excusez par avance, mais c'est juste pour montrer à quel point cet homme est fort. 35,4 minutes dans la saison régulière pour Brunson et il est à 28,7 points. Ok, bon, très bien, 28 points, c'est bien tout machin. Quand on regarde un petit peu dans le détail des matchs sur les différents mois qui se sont écoulés de la saison régulière, mois de novembre, 5 matchs avaient à 32 points ou plus. Au mois de décembre, il y a le match à 50 points. Match contre Phoenix. Au mois de janvier, 9 matchs sur 14 dans ce mois de janvier à 30 points ou plus. En février, sur 10 matchs, il en passe 6 à 33 points ou plus. J'étais bientôt fini. Au mois de mars, 61 points le 29 mars, donc contre les Spurs, et il est à 2 matchs à plus de 40 points. Et au mois d'avril, pour terminer, sur 8 matchs, il en passe 7 à 30 points ou plus. Donc, bref, en fait, tu peux claquer des perfs à 60, tu peux claquer des perfs à 50, on dit, ouais, c'est fort quand même. Mais là, toute la saison régulière, sur tous les mois de la saison régulière, Jalen Brunson a été d'une pertinence, il a été monstrueux en fait. Candidat pendant une certaine période MVP, pourquoi pas, ou en tout cas dans les discussions, très clairement. Quatrième meilleur scoreur de la NBA, quand tu vois les monstres que tu as au-dessus de lui et les monstres que tu as derrière lui au scoring, tu vois, tu te dis, voilà, ce petit bonhomme-là, il est tout simplement incroyable. On avait eu des doutes à l'époque sur le projet de New York autour de son arrivée. Il venait de Dallas. Là, il n'y a plus trop de doutes. Hein. Brunson, c'est le maire de New York, c'est comment on appelle ça, le patron de l'État de New York, tout ce que vous voulez, le gouverneur. Au-delà de ça, il y a eu des choses intéressantes. L'arrivée d'Oji Anunoby, par exemple, en provenance de Toronto, avec un package où RJ Barrett était parti, etc. On savait que ça allait être un joueur qui allait rentrer dans le système Tom Thibodeau, et on l'a vu tout de suite, on l'a vu en playoff. Sans Randle, pas de Julius Randle qui a joué que 46 matchs en saison régulière. Bon, on pourra se poser la question autour du cas Randle un petit peu plus tard, mais tu savais que tu n'allais pas jouer les playoffs avec lui, mais que tu allais avoir du Brunson, du Hart, du DiVincenzo, du OG Anunoby, du Hartenstein, tous ces mecs-là là, qui ont été totalement incroyables. Je vous fais rapidement le petit débrief premier tour contre Philadelphie. Moi, je me souviens avoir fait des reviews, en tout cas des sorties de matchs de ce premier tour. J'étais subjugué par ce qu'a proposé New York. C'était incroyable. C'était pour moi l'équipe à suivre sur ces playoffs, peut-être sur l'intégralité des playoffs, même s'ils n'ont pas été au bout, mais totalement incroyable. Là, le trio là, de Villanova, là, Hart, DiVincenzo et Brunson. Ils ont marqué les esprits, ils ont marqué la NBA, toute cette hargne sur le terrain, les premiers matchs contre Philadelphie, l'esprit défensif de Tom Thibodeau qui là est peut-être à son paroxysme avec ces joueurs-là. Des mecs comme Hart qui jouent 48 minutes sur 48 minutes, un fight permanent, aucune chance au rebond, aucune chance sur les ballons de seconde chance, des tirs clutch aussi. Faut se rappeler du tir de Dante DiVincenzo, match 2 du premier tour au Garden, dans une action un peu confuse. New York était mené de 5 points, je crois, ou 8 points, je ne sais plus, mais je crois que c'est de 5 points à une minute du terme. Cafouillage un peu sur la dernière action. Le coach de Philadelphie là, qui essaye de demander un temps mort, mais ça c'est pas pris. DiVincenzo qui met un shoot, qui met le Garden dans un état totalement incroyable. Ça fait plaisir de revoir cette équipe et cette ville et ce stade, en tout cas cette salle du Garden en fusion comme ça. Premier tour incroyable. Demi-finale contre Indiana, défaite 4-3. Tu avais quand même été mené 2-0 au Garden. On se rappelle que ça nous avait quand même assez interloqué. D'être mené 2-0 au Garden contre cette équipe d'Indiana qui a montré des belles choses, mais tu sentais que il n'y avait plus d'essence. En fait, c'était la limite aussi du projet, c'était la limite
de ce fonctionnement-là. Quand tu as OG Anunoby qui se blesse, quand tu as Josh Hart qui se blesse, quand tu as Hartenstein qui n'est pas là, quand tu as Brunson qui se casse la main sur la fin de la série, au bout d'un moment, tu ne peux plus rien faire, tu hisses le drapeau blanc et voilà. Mais au-delà de ça, moi j'ai vraiment été totalement fan de cette équipe de New York, principalement sur les playoffs. J'avoue l'avoir suivi de loin comme d'autres équipes en saison régulière, parce qu'il y a tellement d'équipes, c'est compliqué. Sur les playoffs, il y a un resserrement, donc ça permet de voir plus de choses sur moins d'équipes. Mais voilà, moi, cette campagne de playoff de New York, je vais la garder en mémoire. Je pense que beaucoup de fans vont la garder en mémoire et beaucoup de fans de New York vont la garder en mémoire parce qu'ils auront retrouvé l'esprit new-yorkais. Et Yannick ne me contredira pas là-dessus. Cet esprit de fight permanent et cet esprit, on va mourir sur le terrain et on donne tout à chaque match. Donc, bravo New York. Il y a maintenant des décisions à prendre, des choses à faire pour la suite, évidemment. Mais une campagne de play-off des Knicks, qui, moi, m'a donné chaud au cœur et que j'ai adoré suivre. Ouais, bah écoute, moi, pour compléter ton propos sur New York, où je te rejoins assez globalement sur tout ce que tu viens de dire, j'ai hâte de voir les ajustements que feront New York cet été parce que ces playoffs ont aussi mis en avant les limites de ce roster, où Thibodeau a trop forcé sur certains joueurs, a aussi peut-être mal géré certains joueurs pendant la saison régulière. Ça, c'est des discussions qui peuvent apparaître, chacun son opinion. Il y a encore un peu de cap. Qu'est-ce qu'on fait de Randle? Ils vont re-signer OG Anunoby parce qu'il est free agent cet été, mais bon, je pense qu'il y a déjà des accords qui sont passés. Comment tu renforces ton effectif? Comment tu renforces ton banc? Là, je pense que New York va être de toute façon encore plus attendu l'année prochaine. La fenêtre entre guillemets du titre s'ouvre là pour 1, 2 ou 3 saisons maximum. On connaît les fenêtres de tir des franchises NBA. Donc à voir comment New York va en profiter. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, ça fait du bien de revoir un Madison aussi épanoui. Et puis, comme tu l'as dit aussi, on a vécu, les Knicks nous ont fait vivre la plus belle série de ces playoffs 2024 contre Philadelphie. Donc hâte de les revoir la saison prochaine. Ouais, carrément. Donc voilà pour cette équipe de New York qu'on abordera évidemment quand on fera les previews pour la reprise de la saison NBA. Tom, un petit top de ton côté. Ouais, moi un top, ce sera un peu plus structurel, c'est la création de ce In-Season Tournament. Pour vous faire un petit rappel, le In-Season Tournament avait été créé lors de l'intersaison dernière. Elle se jouait jusqu'au mois de décembre. La finale avait lieu au mois de décembre et l'objectif était du coup de gonfler un petit peu les chiffres et de redonner un petit peu d'intérêt pour les matchs de novembre-décembre. Parce qu'on sait qu'une saison NBA, c'est très long et généralement, sur ces périodes-là, les joueurs ont tendance, entre guillemets, à être un peu plus dans la gestion. Et écoute, c'est un coup de poker qui a été réussi par la NBA. Encore une fois, après la création du Play-in Tournament, cette fois-ci, le In-Season Tournament nous a offert des belles choses. Une hausse des chiffres, une hausse des abonnements. Bon, ça, entre guillemets, nous, en tant que spectateurs et supporters, on s'en fiche un peu, mais globalement, sur la qualité de jeu, on a vu des équipes concernées. On avait vu les prémices d'Indiana qui arrivait en finale et qui a perdu contre les Lakers sur ce in-season tournament, mais on a vu des belles choses. 2-3 ajustements à faire, notamment au niveau des parquets, au niveau de la couleur des parquets à faire, mais globalement, je pense que la NBA est assez fière de cette création. Et puis, encore une fois, ça va un petit peu dans un ensemble de règles qui ont été établies par la NBA, notamment, on en a parlé en début de vidéo, sur les blessures pour obtenir des trophées. Certains aussi ajustements au niveau de l'arbitrage. Bon, ça aussi, il y aura des choses à évoluer, bien évidemment, mais on sent que la NBA commence à cadrer de plus en plus et je suis assez content des propositions d'Adam Silver sur ces dernières années. Donc voilà, je trouvais ça assez positif à mettre en avant. Ouais, carrément. C'était une petite bouffée d'air frais dans cette période un peu déjà hivernale, donc qui est plus compliquée. Il y a aussi les playoffs NFL, à cette époque de l'année aussi, qui commencent, ou en tout cas des matchs avec des gros enjeux. On sait que la Ligue de football américaine, c'est comme la ligue largement la plus suivie là-bas et de très très loin, devant la NBA et les autres sports, mais il fallait avoir de l'attrait. Idée qui vient quand même de la Commissioner Cup en WNBA. Il faut aussi rendre cet hommage-là à la Ligue féminine qui propose ça depuis quelques années, cette année dans un format un petit peu différent. On vous invite à écouter les podcasts du mercredi pour en savoir plus.
Back-to-back du Liberty, je tiens à le dire et à l'annoncer. On verra ça quand on parlera de la finale de la Commissioner Cup, peut-être mercredi, si vous nous suivez sur le podcast WNBA. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même un format qui venait de la Ligue féminine. La NBA l'a un petit peu repris aussi avec un format un petit peu différent, en prenant que certaines journées de la saison régulière, je crois que c'était le mardi et le jeudi, où les matchs comptaient pour le in-season. Les parquets, je suis d'accord avec toi, globalement, bon, l'idée était là, mais c'est peut-être plus sympa pour des parquets All-Star Game, voire ou pas. Mais bon, en tout cas, pour des matchs avec de l'enjeu, je suis pas sûr que ça certains piquaient vraiment aux yeux, mais on sait que la NBA va faire les ajustements qu'il faut. Là-dessus, ils sont toujours quand même assez forts. Et je trouve que oui, c'est une bonne petite idée, même pour nous en tant qu'observateurs, tu vois, on va prendre le pli de ce in-season au fil des années. Là, la première année, bon, tu te dis, ok, mais c'est comme toute nouvelle compétition. Au début, tu te mets pas nécessairement dedans parce que le principe des compétitions, souvent, c'est qu'il y a l'histoire. Toi, tu supportes une équipe parce qu'elle a une histoire dans une compétition. En foot, tu supportes une petite équipe parce qu'elle a une histoire en Coupe de France, par exemple, en Coupe de la Ligue. À feu et Coupe de la Ligue. Mais là, quand tu es dans une première année, tu peux pas avoir d'historique. Donc, ça va venir petit à petit. On verra bien. Mais voilà, moi, je pense que oui, c'est une bonne petite idée. Et je te rejoins complètement. Ça, Adam Silver, depuis son arrivée, ça fait un petit moment maintenant. Son bilan est quand même plus que respectable, plus qu'honorable. Et voilà, il fait du bon job. Et le in-season en est un bel exemple. Allez, moi, je vais faire rapidement sur mon dernier petit top de l'année. Comme ça, je te laisserai la main sur le dernier, Tom, si tu veux. Yes. Une petite équipe à l'ouest, parce qu'on a quand même beaucoup parlé est dans cette preview, dans cet épisode, pardon. Moi, je voulais faire un petit focus sur cette équipe des Wolves à Minnesota. On en a beaucoup parlé dans les différents podcasts dans l'année. Vous l'avez suivi également avec nous. Mais voilà, on se posait des questions par rapport à l'année dernière. On voulait voir un petit peu le projet Anthony Edwards. On voulait voir la complémentarité entre Rudy Gobert et Karl Anthony Towns. On voulait voir ce qu'allait proposer le vétéran Mike Conley. Chris Finch aussi sur le banc. Qu'est-ce que ça allait pouvoir apporter? Comment il allait structurer un petit peu tout ça? D'autres joueurs, évidemment. Mais en tout cas, voilà, le bilan est dingue. 56 victoires, 26 défaites. Il termine 3e de la conférence Ouest. 5 matchs d'avance sur le 4e, donc un petit quand même matelas plutôt confortable. Rudy Gobert, défenseur de l'année. Naz Reid, 6e homme de l'année. Mike Conley, qui était élu coéquipier de l'année. Alors, c'est pas un vrai trophée pour le coup, mais en tout cas, c'est une récompense quand même qui compte parce que c'est les joueurs qui votent. Donc, quand tu es coéquipier de l'année, c'est que voilà, dans un vestiaire, tu fais du bien. Et on sait que Mike Conley, c'est quand même un joueur incroyable et un leader et un meneur d'hommes sur ces aspects-là qui est irréprochable. Chris Finch, qui a été coach à l'ouest du All-Star Game, alors c'est un petit peu plus anecdotique, mais ça montre aussi à l'époque, même si sur toute la saison ils ont été très forts, que Minnesota, voilà, ils ont trusté les premières places pendant toute la saison régulière. En playoff, tu affrontes Phoenix et l'armada de la team, la superstar de Phoenix, tu les balayes 4-0. Merci Kevin Durant d'avoir été le sparring partner d'Anthony Edwards. Et après, tu vas en demi-finale contre Denver, champion en titre. On n'était pas nombreux à leur donner les clés de la série. Et ils ont quand même marqué, ils ont marqué le coup en démarrant à 2-0. Les 2 premiers matchs étaient chez le champion en titre. Et tu vas prendre les 2 premiers matchs là-bas. Après, tu as été mené 3-2. Donc, il y a vraiment eu la réponse du champion. Tu te dis, ça va peut-être craquer. Et finalement, non. Il termine la série en 4-3. Il termine la série avec le plus gros retour de l'histoire des Game 7 en playoff. Ils s'étaient menés de 20 points dans le 3e quart-temps. Donc, voilà. Tu bats le champion avec la manière. Tu vas en finale de conf. Tu affrontes Dallas. Tu affrontes Luka Doncic, Kyrie Irving. Bon, là, tu tombes en 4-1. Je pense que voilà, tu étais peut-être un petit peu au bout du rouleau aussi. Mais au-delà de ça, moi, je trouve que voilà, la saison est incroyable. Rappelez-vous, juste, je terminerai là-dessus, il y a un an, un petit peu plus d'un an, c'était un match du du play-in tournament. Il y a trop de in là. Du play-in tournament, c'était contre les Pelicans. Rappelle-toi, Tom, et rappelez-vous le fight sur le banc. Kyle Anderson, Rudy Gobert. On se rappelle aussi derrière Jalen McDaniels, qui, par frustration, par énervement, était sorti. Il avait mis un coup de poing dans un mur, il s'était fracturé la main. Tu te dis, oh là là, le projet Wolves, qu'est-ce que ça va donner? Et un an après, ils ont vraiment fermé des bouches. Ils ont été impressionnants. Maintenant, il va falloir aller encore plus loin. Il va falloir, pourquoi pas, aller en finale NBA pour la première fois de l'histoire de cette franchise.
Mais voilà, très belle saison des Wolves autour d'un GM, Tim Connelly, qui a vraiment fait le boulot. On en avait parlé dans un podcast il y a quelques semaines de ça, l'ancien general manager de Denver. Donc bravo Minnesota, bravo Rudy Gobert, bravo Anthony Edwards, mais très très belle saison et on vous attend de pied ferme dès l'année prochaine et il y a peu de raisons que le succès s'estompe. Ouais, c'est clair, tu vois, moi aussi, Minnesota, je l'avais mis dans mes bullet points par contre, au même type qu'OKC. Vraiment le développement de ces franchises qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau. Et puis, bah, tu l'as très bien dit, hein, Minnesota, c'était un coup de poker d'envoyer autant d'assets et autant de pics de draft pour Rudy. Et au final, bah, on se rend compte que ça a été assez efficace. Bon, tu perds en finale de conf, comme tu l'as dit, je pense que tu étais un peu épuisé. Et puis, c'était surtout la pire match-up possible finalement pour Minnesota. Bravo aussi à Dallas. J'en reparlerai assez rapidement là au niveau de mon dernier point positif. Mais ouais, on attendra de voir les ajustements qui sont possibles. Il n'y a pas énormément de flexibilité au niveau du cap. Ouais. À voir ce que tu fais de ton duo 4 Rudy. Est-ce que tu repars là-dessus? Est-ce que tu essayes d'améliorer certaines choses? Nasri de sixième homme. Est-ce que tu vas chercher un peu de jeunesse dans ton backcourt pour libérer aussi Anthony Edwards de cet aspect purement scoreur? Parce qu'on l'a vu aussi, hein, quand Anthony n'est pas sur le terrain, c'est compliqué en termes de scoring pour Minnesota. Mais des très très belles choses. Et puis, bah, tu l'as dit, on verra ce qui se passera l'année prochaine. On les attendra. Yes, carrément. Donc, bravo à la franchise des Loups là, du Minnesota. Et on vous attend pour la prochaine saison 2024-2025. Allez, on va conclure, Tom, avec ton dernier point positif là pour égayer notre fin de podcast et pour terminer sur une belle note là. Et bah, tu vois, il tombe très bien. On a la draft dans quelques jours. Moi, je voulais revenir sur cette cuvette draft 2023-24 qui a été phénoménale. Encore une fois, j'ai envie de te dire, sur ces dernières années, on a été gâtés. Bon, bah, bien évidemment, le titre de notre rookie de Wemby qui nous sort une saison historique aux Spurs. Même s'il n'est pas rookie, enfin, s'il n'a pas été drafté, il est quand même rookie. Chet Holmgren à OKC a été aussi monumental. Mais globalement, on a eu un nombre de joueurs NBA ready très très forts défensivement et qui ont tout de suite pu apporter dans leur franchise, que ce soit dans le bas de tableau mais aussi dans le haut de tableau. Tu vois, je parlais de Dallas tout à l'heure, mais c'est la première année de Derek Lively et il nous sort une saison énorme, une campagne de playoff monumentale et des très bonnes finales. Donc pour un jeune joueur, il y a beaucoup de promesses. Et puis plus globalement, tu vois, on parlait des jumeaux Thompson. Alors Ossard à Détroit, dans un contexte un peu plus compliqué, mais par contre à Houston, son frère, Amen Thompson, qui nous fait une grosse saison, qui nous montre de très belles choses dans un système assez rigolo. À Houston, on a vu pas mal de développement aussi amené par Ime Udoka, mais dans une sorte de faux poste 4, faux poste 5, un peu petit, mais ultra mobile, un peu à la Bruce Brown des dernières années, hyper polyvalent. Donc il y a vraiment de quoi faire avec Amen Thompson. Et puis, bah, revenir sur certains joueurs, on a aussi Bilal qui a fait une belle saison du côté de Washington. On va avoir Kelson Wallace à OKC qui a apporté des choses aussi en sortie de banc. Brandon Miller qu'on n'a pas du tout cité à Charlotte. Bon, alors parce qu'on ne voulait pas parler de Charlotte parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, mais Brandon Miller qui a montré de très très belles choses aussi du côté de Charlotte. Donc on a vraiment eu encore une fois une belle cuvée de draft. On verra ce que ça donne dans les prochains jours. Peut-être un petit peu moins de potentiel sur la draft 2024, mais on suivra aussi l'évolution de ces joueurs-là qui ont montré de très belles choses en année 1. Moi, je vais me concentrer franchement sur tous les joueurs que je viens de citer. J'ai vraiment hâte de voir leur évolution sur une année 2 parce que bah, globalement, on le sait, logiquement, pour des premiers tours de draft, leur saison 1 NBA est censée être la pire statistiquement. Et tu vois, juste dire cette phrase en pensant à Wembanyama, c'est effrayant de dire ça. Mais vraiment de belles choses, une belle jeunesse, vraiment un beau développement. Et puis, bah, tu vois, les franchises NBA, on en conscience aussi maintenant, en sortant un petit peu de cet aspect NCA, aller drafter des joueurs NCA, on va chercher des joueurs européens, on va chercher des joueurs qui évoluent aussi en Australie. Ouais. On sent une progression globale du basket dans le monde et l'intelligence de la NBA d'aller chercher aussi ces profils-là qui sont NBA ready parce que c'est des joueurs qui jouent pro en fait, comme Luka au Real Madrid. C'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer contre des pros, des joueurs plus âgés, plus expérimentés, et ça se ressent sur le terrain. Il y a une qualité d'ajustement par ces joueurs-là, il y a une qualité de compréhension du jeu qui est assez flagrante. Et du coup, bah, écoute, moi, c'est un point que je voulais mettre en avant parce qu'il faut féliciter cette jeunesse qui a tendance
à vouloir prendre le pouvoir rapidement et qui s'en donnent les moyens. Ouais, non, complètement d'accord. Et on sait, hein, tout le temps, la NBA, on en parlait tout à l'heure pour Détroit, le bon moment, le bon endroit au bon moment, avec une bonne structure, réfléchie, logique, un cadre. Et déjà, quand tu as ça, tu as de bonnes bases. Et après, évidemment, il faut le talent, il faut travailler, tout ça, mais c'est important. En fait, il y a pas que, je sais marquer des paniers, je fais, 2,25 m, je sais capter des rebonds, je sais faire des passes no look. Non, il y a tout ce qu'il y a autour dans la NBA, c'est, encore plus important. Mais voilà, c'est vrai que ces joueurs-là vont être intéressants à suivre et on verra ce que proposera la prochaine draft qui sera à suivre, cette semaine là, Ouais, c'est sur 2 soirs, hein, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Donc, vous pourrez voir tout ça et commencer un petit peu à envisager les prospects, les équipes, les constructions, tout ça. Donc, ça va nous faire notre été, ça va être sympa. Bon, en tout cas, voilà pour nos tops et flops de cette saison régulière 23-24 qu'on va définitivement fermer et qu'on va mettre dans les livres d'histoire, Tom. Euh, Merci d'avoir été avec moi pour en parler. On a balayé, évidemment, on n'allait pas pouvoir parler des 30 franchises, mais on a essayé de revenir sur ce qui nous avait peut-être le plus impacté ou sur les choses sur lesquelles on voulait le plus parler. C'est ça, c'est ça. Franchement, c'était un plaisir de pouvoir aborder ces sujets et on vous invite vraiment à aller vous remettre franchement des vidéos de cette saison. Mmh. Je tombe sur pas mal de condensés de vidéos, que ce soit de Victor, de Ant-Man, de plein de joueurs et de plein d'équipes et globalement, c'était vraiment un régal. Dernier point, on n'en a pas du tout parlé, mais profiter de LeBron James. Papy a 39 ans et même si on dirait qu'il en a 28, on est peut-être amené à voir ses dernières saisons en carrière. Donc vraiment profiter de LeBron. Et puis on reviendra cet été, je te laisse en parler, on reviendra cet été avec des petits sujets bien sympas. Ouais, c'est ça. Donc n'oubliez pas, rien n'est acquis, même en NBA. Donc tout le monde partira un jour, LeBron en premier. Donc je te rejoins totalement. Donc ouais, c'est vrai que la saison régulière est terminée, la saison NBA est terminée, mais on va quand même vous proposer du contenu évidemment cet été. On va garder un petit peu. Je te sens chaud pour les sujets, mais on garde un peu ça sous le coude, on va laisser du teasing pour que les gens puissent venir nous écouter. Donc, en tout cas, on va vous proposer du contenu. Tom sera de la partie, Yannick aussi très certainement, Axel qui devrait passer une petite tête et pourquoi pas de nouveaux intervenants. On va essayer de vous proposer du contenu pour accompagner votre été, évidemment avec l'équipe de TFA. Peut-être pas non plus pendant 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine parce qu'il y a la WNBA, mais on va essayer quand même de vous proposer des choses sur des intervalles, hebdomadaires pour que vous ayez du contenu sur des formats inédits, des formats un petit peu différents, des formats un petit peu plus chill, un peu plus détente aussi pour qu'on puisse parler basket, toujours ensemble et pour, balayer, l'actualité et l'histoire de la NBA pendant cet été. On le fait depuis déjà quelques années sur TF1 et on va continuer en cet été 2024 évidemment. Été 24 très sportif, hein, que ce soit pour le basket ou pour d'autres sports, mais on sera là pour suivre tout ça. Donc, en tout cas, là pour cette semaine, vous avez mercredi la WNBA, le podcast de retour avec Elliot, avec moi-même et avec Tom. On sera là pour vous parler peut-être un petit peu du Liberty, pour vous parler de la Commissioner Cup, pour vous parler des joueuses de la semaine, de notre focus de la semaine. Bref, le podcast WNBA tous les mercredis après-midi. Évidemment, un podcast NBA en fin de semaine. Ça parlera peut-être un petit peu draft, on verra bien. Et à partir de la semaine prochaine, donc lundi 1er juillet, on vous proposera donc notre contenu estival à la sauce podcast The Free Agent. Mais voilà, donc restez branchés, restez connectés, on vous en reparle très vite. Très bonne journée à vous. Profitez profitez des vôtres et profitez surtout du soleil si vous en avez, parce que c'est compliqué en ce moment. Allez, très bonne journée à vous. Ciao. Ciao.